va partager l'expérience de son hôpital. Le deuxième invité, c'est le docteur Andy Boulaboula. Le docteur Andy Boulaboula, comme expert que nous avons invité, a terminé ses études de médecine à l'Université catholique de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Il a un diplôme en maîtrise en épidémiologie clinique de l'Université Stellenbosch d'Afrique du Sud. Il est aussi détenteur d'un diplôme postgraduate en prévention et contrôle des infections. Il a un papier aussi dans la gestion des données de la santé. Enfin, le docteur Andy a un diplôme de PhD de l'Université Stellenbosch de l'Afrique du Sud. Donc, c'est lui que nous avons invité comme expert pour nous donner la leçon didactique à propos des plaies par balle et ce qu'on peut, l'attitude qu'on peut prendre dans la prévention et le contrôle des infections. Après ces deux personnes que nous présentons, j'ai le plaisir de vous présenter aussi M. Conan Alphonse, qui est le conseiller ECHO de l'Afrique francophone. Nous remercions M. Conan de s'être présenté à cette invitation après les difficultés qu'il a eues dans sa famille parce qu'il a perdu son père qui n'a été enterré que hier. Monsieur Conan, bienvenue, mais toutes nos condoléances. Nous aurons aussi d'autres invités, tels que le professeur Moubenga, tels que le docteur Jacques Fatta, qui est le chirurgien, colonel de son armée, qui seront aussi comme panélistes. Nous attendons aussi le docteur Valérie Chilombo, qui est un panéliste et un spécialiste en santé publique, surtout dans la PCI. Valérie, soyez le bienvenu. Il va intervenir aussi dans les différentes discussions qu'il y aura et que nous aurons ici. Voilà, je ne peux pas citer tous les noms de mémoire. Je souhaite la bienvenue à tous et nous allons donner la parole à Dr Aksanti pour commencer. Bon, merci, professeur, pour la parole et pour cette organisation, de nous permettre aussi de partager les peu d'expériences qu'on a pu faire au sein de notre structure hôpital militaire régional de Bukavu sur les plaies, sur la prise en charge des plaies infectées par balle. Par balle. Ainsi, dans la présentation, je voulais rectifier un peu. Si vous le permettez, j'ai fini à l'Université évangélique en Afrique, UEA. C'est après que j'ai fait l'armée. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge
de plaies infectées par balle. Docteur, est-ce que vous pouvez mettre en mode diapo? En mode diapo. Voilà. Ça va comme ça? Oui, ça va. Merci. Je disais, nous allons parler sur un cas que nous avons suivi, que nous avons réussi à l'hôpital soigner. Selon les sujets que nous avons pour aujourd'hui sur la prise en charge des plaies infectées par balle, usage du sucre et ou du miel dans les pays à faible revenu. L'objectif de notre exposé, c'est de vouloir partager l'expérience de l'utilisation de ces produits dans la prise en charge des plaies infectées, l'expérience que nous avons pu faire ici à l'hôpital militaire régional de Bukavu. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont expérimenté. Mais aussi, vu les milieux dans lesquels nous sommes, nous vivons dans un milieu dont les structures sont sous-équipées. À part les sous-équipements, nous avons aussi une population en général pauvre et dans un milieu de conflits armés. Et tout ça nous motive aussi à partager cette expérience parce que voyant ce que coûte le sucre, ce que coûteraient les molécules, les différentes molécules qu'on allait utiliser. Et c'est là qu'on s'est dit que cette expérience pourrait aussi nous aider pour la prise en charge de ces plaies. Mais aussi, c'est un milieu où il y a usage abusif des antibiotiques. Usage abusif des antibiotiques. Vous verrez un voisin qui a pris, je ne sais pas, Amoxy, ou on a prescrit Amoxy par un voisin qui avait des maux de gorge. Et c'est l'autre qui va dire que non, moi j'avais un tel problème, j'avais pris Amoxy, c'était terminé. C'est comme ça, entre eux, ils vont se donner les antibiotiques. Et ce qui peut aussi créer la résistance aux antimicrobiens. Et tout ça nous motive à vouloir partager cette expérience-là. Comme plan, c'est juste vous présenter les cas. Mais nous allons toutefois vous signaler que nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu. Et les plaies par balle, ici chez nous, constituent un problème de santé publique, non seulement chez les soldats, mais aussi chez les civils. Et comme exemple, les cas que nous allons présenter, c'est une civile qui a été concernée par ces traumatismes par balle. Mais aussi, nous courons des difficultés économiques et sous-équipement des structures, comme je l'ai dit. Ils sont autant des facteurs d'inaccessibilité aux soins de qualité. Vous avez quelques images ici. En gros, vous avez la République démocratique du Congo, en gros. Et ce qui est en rouge, c'est la province du Sud Kivu. Et à côté ici, vous verrez la province voisine, c'est la province de Maniema, et qu'on a aussi détaillé. On a donné cette province de Maniema ici parce que notre patiente est venue de cette province pour la ville de Bukavu. Le contexte était tel que c'est une patiente de 46 ans, ménagère de son état, qui a été transférée par l'hôpital de Kampene. Kampene dans la province de Maniema. Et elle a été transférée pour prise en charge d'une plaie par balle survenue depuis 5 jours après une agression la nuit à son domicile par des personnes armées, dont l'aspect était une plaie cutanéo-musculaire hémorragique à la cuisse gauche. Aux antécédents, la date des dernières règles n'était pas connue
Il n'y avait pas antécédent connu d'hypertension artérielle, d'éthylisme, tabagisme et allergique. Pour les actions menées, d'abord à l'hôpital de Campene, de la blessure jusqu'à l'hôpital de Campene. À l'hôpital de Campene, signalons qu'elle a reçu la gentamicine comme traitement, l'ampicilline, le Tribex fort et 10 total de 450 ml de groupe O résist positif, avec hémostase et suture de la plaie. Et ici, je signale que la plaie était suturée en 2 plans. À l'hôpital militaire, nous avons noté l'état général qui était altéré avec palaire conjonctivale. La tension artérielle était à 90/60 mm de mercure. La fréquence cardiaque, on a noté une tachycardie à 106 battements par minute avec une pulmonée à 28 cycles par minute. L'examen physique a noté à la cuisse gauche, face antérieure, une plaie permanente de 1 cm de diamètre. Et à la face postérieure, une plaie temporaire de 12 cm de diamètre. Et en gros, nous avons retenu le diagnostic suivant, donc la plaie par balle transfixante infectée et anémie décompensée. Comme prise en charge, nous avons procédé au lâchage des sutures. Nous avons procédé à l'évacuation de la collection purulente. Nous avons procédé aussi au nettoyage de la plaie, au sérum physiologique et à la solution Kibadi, avec débridement du tissu nécrotique. Et là, ici, comme traitement, on a donné une transfusion du sang total au résist positif, 450 ml. Nous avons aussi administré ceftriaxone 2 fois 1 gramme par jour pendant 3 jours. La gentamicine 1 fois 160 mg par jour pendant 3 jours. Nous avons procédé à la vaccino- et tétano-prévention au VAT et SAT. Et au 3e jour, nous avons fait les pansements. Et tous les jours, pendant 3 jours, on faisait les pansements. Nous sommes passés à 1 fois les 2 jours et puis 1 fois les 4 jours. Nous ici signalons qu'au 10e jour, nous l'avons donné une sortie et elle a suivi les pansements en ambulatoire. Comme autre activité menée, nous avons procédé à une physiothérapie et un accompagnement psychologique. Comme résultat, le bourgeonnement a débuté à partir du 7e jour. Aussi, la cicatrisation est survenue au bout de 2 mois sans greffe. Les bonnes pratiques, c'est que nous nous sommes disciplinés pour respecter le programme de pansement. Et avec cette physiothérapie qui a débuté bien avant et un soutien psychologique, nous ont aussi permis à bien mener notre travail. Les limites observées, c'est que nous avons eu à enregistrer un long séjour d'hospitalisation, de prise en charge, qui était lié au refus par la patiente de la cicatrisation dirigée dans greffe cutanée, mais aussi le non-respect des principes de prise en charge d'une plaie par balle. Si vous avez suivi au début, là, nous avons parlé d'une plaie qui était suturée dès son hospitalisation à l'hôpital de Campene. Nous avons aussi noté un autre pilier de prise en charge de toute plaie, c'est
le parage chirurgical, donc un bon parage chirurgical dès l'admission du patient constitue ou nous donne de bons résultats pour la suite de la prise en charge. Comme conclusion, les pansements au sucre et ou au miel des plaies infectées est un moyen efficace qui assure la stérilisation des plaies et facilite un bourgeonnement plus ou moins rapide des tissus. Nous voulons partager avec vous quelques images pour un peu expliciter ce que nous avons fait. Mais avant tout, nous avons quelques recommandations, notamment une plaie par balle est réputée infectée. La suture de la plaie, sauf exception, est prohibée et le parage chirurgical est sacré. Voilà, ce sont les images à l'admission. Ici, nous procédons au lâchage des sutures, comme vous le voyez. Ici, on a déjà lâché des fils, des sutures. Ici, on a ouvert les pansements. On a ouvert les pansements, c'est au 3e jour de la première prise en charge du premier parage. Et les produits que vous voyez là, ce sont les produits de la solution Kibadi que nous avons appliqués le premier jour. Quand vous voyez les images ici, il y a déjà des tissus nécrotiques qui sont en voie de disparition d'ailleurs. Et la deuxième image ici, il y a un bourgeonnement qui s'observe déjà. Et enfin, c'est la dernière image que nous avons eu à tirer au mois de décembre. Et la patiente est retournée à Campagne sans dire au revoir curieusement, mais les résultats sont là. Selon que vous voyez, et je vous remercie. Je remercie le docteur Aksanti pour son exposé clair et concis. C'est une belle expérience que vous partagez avec pas mal de confrères à travers différents pays du continent qui sont avec nous dans cette séance. Au fait, le contexte de sous-équipement, vous l'avez souligné, le contexte de résistance aux antibiotiques de différentes bactéries dans les infections, les difficultés économiques et l'insécurité comme telle qu'on peut rencontrer en République démocratique du Congo comme dans d'autres pays, parce qu'en dehors des guerres, il y a aussi le banditisme qui se développe dans les grandes villes de différents pays. Mais là où, comme vous l'avez souligné, en République démocratique du Congo, où il y a des troubles, même dans le milieu rural, comme le milieu d'origine de la patiente que vous avez soignée, eh bien, les gens manquent de tout, mais peuvent disposer au moins du sucre. Ils peuvent cueillir du miel dans leur environnement principalement de la canne à et sucre ou de la le betterave médecin, sucrière. en Dois-je continuer? présence d'une plaie chronique, une plaie infectée, peut utiliser le sucre et le miel et obtenir des résultats tels que vous les avez obtenus. Mesdames, Messieurs, je profite pour demander à l'assistance de poser des questions d'éclaircissement avant de passer la parole à notre invité, l'expert Dr Andy, qui va nous parler, lui, de la prévention
des infections au cours de prise en charge de patients qui ont des plaies par balle. Je voudrais dire aussi que le sucre comme du miel peut être utilisé pas seulement dans les plaies par balle, mais aussi dans des plaies opératoires. Une petite seconde. Les plaies opératoires pour soigner ces infections résistantes aux antibiotiques. Nous allons passer la parole à M. Emmanuel pour sa question. Merci, professeur professeur Ali, pour la parole. Nous félicitons Dr Aksanti pour cette expérience. Du moins, j'avais deux questions pour avoir l'éclaircissement. La première, c'est par rapport à l'utilisation du sucre. Les sucres que nous utilisons sur les plaies, on l'utilise à quelle concentration? Et c'est du sucre brut ou bien il faut faire une solution à base du sucre? C'est pareil pour du miel. Si c'est les cas où il faut faire une solution à base du sucre, c'est-à-dire avoir par exemple des lots sucrés, quelle est l'eau qui doit être utilisée, ces différentes physiologiques ou l'eau plate que nous utilisons et dans combien de temps on peut le conserver. Et la deuxième question, c'est que avant de penser à l'utilisation du sucre sur les plaies, est-ce qu'une culture où l'antibiogramme a été réalisé pour savoir quels sont les germes qu'on est en train de viser en utilisant de l'eau sucrée ou du miel sur les plaies? Merci beaucoup. Merci, Dr Emmanuel. Je préfère qu'on procède réponse par question avant de passer la parole à l'expert. Dr Aksanti, pouvez-vous répondre directement? Dr Aksanti. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Activez le micro, Dr Aksanti, on ne vous entend pas. Professeur Ali, on n'entend pas Dr Aksanti, apparemment son micro est fermé. Docteur Aksanti, est-ce que vous nous suivez? Il y a un problème. Nous pensons qu'il doit activer son micro. Apparemment, son micro apparaît fermé. On va l'appeler. Ça peut arriver. Docteur Aksanti. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous n'aviez pas activé votre micro à un moment donné. Maintenant, on vous entend. Vous pouvez répondre aux deux premières questions avant qu'on passe la parole. Ok, merci. C'était un problème technique. Oui, le docteur Emmanuel voulait savoir si il y a une concentration donnée ou carrément une solution qu'on pourrait utiliser pour à base du sucre, bien sûr, pour appliquer sur des plaies. Ici, il est à signaler que les sucres que nous utilisons, c'est les sucres que nous achetons au marché. Alors, je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, comment vous vous organisez pour acheter le sucre, mais c'est du sucre raffiné que nous utilisons. Les sucres qu'on achète au marché, c'est le même sucre que nous prenons, une quantité selon le volume de la plaie, on prend une quantité, on va déposer directement sur la plaie et on met un pansement de compresse stérile bien sûr, et puis on peut commencer à programmer, on peut commencer à faire le pansement, à revoir ou à changer les pansements chaque jour. Suivant l'évolution, on peut aller à 1 jour sur 2 et selon l'évolution aussi, on peut dire bon, on peut aller à 1 jour sur 3. Voilà, c'est du sucre qu'on achète au marché, qu'on va mettre directement.
Par rapport à la question de savoir si nous faisons la culture ou l'antibiogramme avant d'appliquer le sucre, je ne sais pas si vous avez compris le contexte. Le contexte était que c'est un milieu où on a un problème en équipement, où ce sont des indigents que vous verrez la plupart des fois qui vous consultent et qui ne seront même pas à même de faire ces examens-là, l'antibiogramme. C'est là que on ne fait pas, dans certains contextes, à moins que le patient lui-même soit à même de le faire, mais le contexte dans lequel nous sommes, nous ne faisons pas, nous appliquons et le résultat est positif selon que nous l'attendions. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Professeur, vous voulez votre micro est fermé. Je disais merci au docteur Aksanti qui a souligné qu'il travaille dans un milieu sous-équipé et que son hôpital n'a pas de laboratoire de microbiologie. Intéressante expérience parce que le sucre s'achète sur le marché. C'est le même sucre qu'on met dans sa tasse qu'on peut utiliser aussi dans la prise en charge de ces plaies. Nous allons passer la parole à M. Gani ou au Dr Gani. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la parole accordée. Professeur, ma préoccupation réside à ce que ma question, bien entendu, c'est adressée au docteur Aksanti parce que docteur Aksanti a dit que l'usage du sucre donne un bon résultat. S'il y a peut-être un chiffre, par exemple, s'il y a 30 patients auxquels on a utilisé du sucre et le résultat a été positif, chez combien de patients, et aussi lors du pansement, lorsqu'on fait les pansements, lorsqu'on utilise le sucre pour la prise en charge de plaies infectées, on utilise le sucre, on associe avec, par exemple, la solution Cubadi ou le Daquin pour le pansement. Parce que lorsqu'on applique le sucre directement dans la plaie et lorsqu'on fait le prochain pansement, je pense que peut-être qu'il y a une solution qui permet à ce qu'on lave la plaie avant de réappliquer le sucre. Si ils agissent ainsi, la solution en question, c'est la solution Kibadi ou le Daquin. Et je répète pour la première question, c'est juste pour savoir si en termes de chiffres, par rapport à leurs résultats, c'est largement supérieur à la moyenne ou ça rapproche un peu la moyenne ou c'est inférieur à la moyenne. J'aimerais avoir peut-être une idée pour bien certifier l'avantage du sucre pour la prise en charge de plaies infectées dans le milieu où les moyens sont limités. Merci beaucoup, professeur. Merci, Dr Gani. Docteur Aksanti, vous avez la parole. Bon, merci, professeur, pour la parole et aussi pour la question du docteur Gani. Il veut avoir la statistique par rapport aux patients que nous avons déjà pris en charge, si les résultats sont bons en deçà de la moyenne ou carrément la moyenne ou au-delà. Je dirais que c'est largement supérieur à la moyenne selon les cas que nous avons déjà pris en charge. Vraiment, l'échec thérapeutique, je ne me rappelle même pas pour tous les cas que nous avons pris en charge par les sucres. Et les pansements, quand nous les faisons, j'ai dit les cas que je viens de présenter. Le premier jour, quand on a fini avec le barrage, nous avons appliqué la solution Kibadi. Mais le reste des pansements, nous, on nettoyait seulement avec sérum physiologique, seulement, pas d'Aquin, pas solution Kibadi, et on appliquait maintenant les cycles après nettoyage avec les sérums physiologiques. Voilà ce que nous on fait.
Merci, docteur Aksanti. Est-ce que vous pouvez rappeler à l'intention de l'assistance que compose la solution Kibadi? Oui, la solution Kibadi, elle est constituée d'un solvant, de l'eau, et de solutés comme constitués de métronidazole, chloramine et pyradentine. Ce sont les composants de la solution Kibadi. Donc, merci. Oui. Bon, Il y a de l'eau. Une autre question dans le chat. L'utilisation du sucre est possible chez les diabétiques? Si oui, à quel moment on l'utilise? Hyperglycémie ou il faut stabiliser la glycémie? Docteur Aksanti, pouvez-vous répondre? Oui, le sucre est utilisé chez les diabétiques. L'usage est local. L'usage est local et le sucre a des caractéristiques antibactériennes. Et c'est aussi un nutriment pour les germes. Une fois que vous appliquez le sucre, tous ces germes qui étaient au niveau de la plaie vont vouloir se ravitailler du sucre et c'est là qu'ils seront asphyxiés et détruits par le sucre. Cela ne dépend pas qu'ils soient en hyperglycémie ou il faut que la glycémie soit équilibrée pour qu'on mette le sucre. Non. On peut équilibrer le sucre selon les protocoles thérapeutiques, mais le pansement de la plaie n'en dépend pas. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, on dévie les bactéries de leur recherche de protéines et autres qui donnent les infections et l'odeur, la mauvaise odeur que nous avons. En leur donnant le sucre, ils ont une autre nourriture et les bactéries oublient les autres structures de la plaie. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Merci. Oui. Nous allons donner la parole au docteur Antoine Lufimbo. Merci, professeur, pour la parole accordée. Nous remercions le présentateur du jour pour ces sujets bien pertinents et qui permettent de trouver des solutions avec des moyens locaux et qui sont à notre portée. Je souhaiterais que le protocole puisse être bien fignolé tout en éliminant les différents éléments qui peuvent constituer le biais dans le protocole de traitement. Pour moi, je considère la présence ou l'usage au premier jour de la solution Kibadi comme étant un biais parce que l'efficacité, n'est-ce pas, de ce protocole risque d'être entamé par l'action, n'est-ce pas, de la solution Kibadi qui est mise déjà dès les premiers jours. Étant donné que cette solution Kibadi qui va permettre déjà à enlever une partie des tissus nécrotiques, eh bien, ça constituerait déjà pour moi un biais. S'il faudrait que l'on puisse maintenir le protocole de miel ou de sucre, il serait vraiment que dès le premier jour, qu'on puisse y aller avec l'eau physiologique et appliquer soit le miel, soit le sucre. La question, c'est de vouloir comprendre si le protocole d'usage de sucre et de miel est le même, ou bien chaque substance bactéricide a son protocole particulier et si nous pouvons le connaître. Merci, professeur. Merci, docteur Antoine. Je passe la parole au docteur Aksanti. Oui, merci pour
l'ajout de Dr Antoine. Mais c'est pour les cas ici que nous avons utilisé la solution qui BAD au début. Mais pour le reste des cas, nous partons directement avec les sucres ou les miels. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le protocole est le même pour les sucres et le miel? Je dis oui, mais tellement que le miel s'avère un peu cher par rapport, le miel est cher par rapport au sucre, c'est là que quand nous utilisons le sucre. Vous avez terminé, docteur? Oui. Merci. Donc, je rappelle les vertus du miel. Il est bactéricide, anti-inflammatoire et cicatrisant. Nous allons donner maintenant la parole au docteur Valérie. Professeur, tout d'abord, une question dans le chat concernant les brûlures. Est-ce que cela est applicable aux brûlures? Et est-ce que nous allons revenir à cette question, M. Conan, si on peut la reposer après. Nous donnons d'abord la parole au docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur, et merci et félicitations au docteur Aksanti pour cette présentation. D'entrée de jeu, je dirais que l'utilisation du sucre, je l'ai personnellement connu lorsque j'étais en 3e graduat, et cela remonte aux années 90, vraiment. Et ça, c'était au grand hôpital Sendwe de la Jekamine à Lubumbashi, où sur les plaies chroniques, et sur les plaies chroniques infectées ou non. Et nous ne nous étions pas posé des questions en ce temps-là, mais à la longue, lorsqu'on voit certaines publications qui sont là, je n'en ai pas rencontré de systématique comme ça où on a colligé les données et qu'on a dû ramener. Je crois que c'est un domaine dans lequel il faut y aller aussi approfondir. Mais je reviendrai sur le principe que le professeur Ali a essayé de pouvoir aussi donner en disant que du fait que l'on met sur ces plaies-là, le sucre, d'abord, il permet une granulation, une bonne granulation, une bonne croissance ou production du tissu de granulation pour essayer de pouvoir combler. Parce que la perte de substance est quand même grande dans ces plaies qui sont chroniques. Quand on parle de plaies par balle, je m'imagine celles-là qui ont été infectées ont dû connaître, en plus de cette perte de substance par le coup de balle, et qu'il y a eu aussi une perte de substance du fait de l'infection qui s'est installée ou du fait de la traînée de ce comblement de vide créé par la perte de substance. Ainsi donc, nous avons un bourgeonnement qu'il faudra stimuler. Le sucre stimulerait ce bourgeonnement-là, la production du tissu de granulation. Numéro 2, c'est que lorsque nous avons des germes qui sont là-bas, comme il a été dit par le professeur, du fait de l'utilisation du sucre par les germes, il y a une production d'acide acétique qui va pouvoir créer un milieu qui n'est pas propice justement à ce qu'il y ait cette prolifération des germes, et cela va pouvoir diminuer. Alors, il y a un problème qui se pose, qui est quand même réel, c'est que c'est la conservation de ce sucre-là qui devient un pansement sur une plaie, qu'il ne faille pas que ce sucre puisse être un sucre conservé dans n'importe quelle condition. Et j'ai vu que l'on privilégiait le sucre blanc par rapport au sucre brun. Ici, je n'ai pas de données pour dire le pourquoi. Je crois que ça a été un sucre raffiné et dont on a séparé, qui a été séparé de beaucoup d'autres, permettez-moi de dire, impuretés. Et en ce moment-là, on préfère utiliser le sucre blanc par rapport au sucre brun. Alors, il faudra revenir là-dessus par rapport aux études pour voir aussi du côté de chez les diabétiques, qu'est-ce qu'il en serait? Est-ce qu'il y a une différence? Je crois que la collection de plusieurs données venant d'autres études nous permettrait de pouvoir gagner. Donc, bref, j'aimerais maintenant parler un peu de l'aspect PCI, prévention et contrôle des infections, que le fait que l'on prendrait du sucre n'importe où parce qu'il se trouve que c'est du sucre qu'on puisse l'utiliser pourrait nous exposer à bien d'autres choses. C'est notamment que si ce sucre n'a pas été bien conservé et qu'il y a des germes méchants qui se retrouveraient dessus, on pourrait les amener sur le patient. Quel est l'état sérologique des patients? Quelle est la condition
de défense immunitaire de ces patients. Il y a énormément de choses, de paramètres dont il faut tenir compte ici lorsque nous parlons donc de cette prise en charge. Néanmoins, je pense que le collègue qui interviendra plus tard, nous sommes tenus, nous tous, à pouvoir respecter les règles PCI lorsque nous faisons ces soins-là, même s'il s'agit du sucre. Je peux m'arrêter par là, et pour le reste, je m'imagine qu'il y aura un enrichissement de la part des uns et des autres autour de cela. Merci. Merci, professeur Ali. J'ai fini. Merci, docteur Valérie. Nous allons donner la parole à M. Conan qui avait une question sur les plaies diabétiques ou les brûlures, je pense. Il va éclaircir. Le docteur Accent, il va répondre à la question avant qu'on ne passe la parole au docteur Andy. Oui, professeur. En fait, c'est une question dans le chat. Je ne sais pas si la personne est disponible. C'est une question OK. dans le chat. Elle peut poser sa question. Bonjour à tous. Merci, professeur, pour la réponse. C'est docteur Lily. Bonjour, docteur Lily. Posez votre question. Oui, ma question, ça concernait les brûlures. Est-ce qu'on applique aussi les pansements au sucre ou au miel sur les brûlures? Et bon, sur les plaies diabétiques, ce n'était pas la mienne. Oui, mais ça reste une question quand même. Oui. OK, une question intéressante. Docteur Accenti. Prise en charge des brûlures avec le sucre ou le miel. Je n'ai pas suivi la question, j'ai eu un problème de connexion. Je ne sais pas si... Oui, docteur Lily pose la question de savoir si on peut utiliser le protocole présent sur les plaies par brûlure. Je pense que s'il a bien suivi l'intervention du prédécesseur, il a dit que docteur Valérie. Oui, docteur Valérie, oui. Il a signalé que le sucre intervient aussi dans les bourgeonnements ou la granulation des tissus. Alors, ce n'est pas seulement, avec l'expérience qu'il a eue à Lubumbashi, ce n'est pas seulement pour les plaies infectées, c'est là qu'il a enrichi l'exposé, mais aussi ça intervient. Même dans la conclusion, nous avons signalé aussi ça, que les bourgeonnements semblent plus rapides que quand nous utilisons d'autres solutions. Alors, c'est là que j'ai dit, oui, le sucre peut aussi, est aussi utilisé dans des plaies par brûlure. Merci beaucoup, docteur Accenti. Je voudrais rappeler, en ajoutant à ce qui a déjà été dit, que ces deux substances, le sucre et le miel, peuvent être utilisés en seconde intention comme en première intention, selon la littérature et l'école française de Limoges, où il y a une très grande expérience où on a traité plus de 3000 cas en 10 ans avec le sucre et avec le miel. Donc, les indications de ces deux substances et surtout le miel, ce sont les plaies chroniques, les plaies infectées, les ulcères, donc même les brûlures. Donc, on peut utiliser ces substances avec succès. Mais n'oublions pas que le miel, tel est le sucre, tel que le docteur Valérie venait de le dire, et surtout le miel, ce sont des produits périssables dont il faut prendre soin pour que ça ne soit pas infecté et amener d'autres problèmes aux malades. Parce que, comme nous soulignons, nous sommes dans des pays sous-équipés, on ne contrôle pas le miel, on ne le désinfecte pas par des rayons comme dans les pays développés. Donc, il faut faire vraiment attention. Sur ce, nous allons passer la parole au docteur Andy pour qu'il nous parle de la prévention et du contrôle dans le cas de plaies par balle.
Docteur Andy, vous avez la parole. Merci, professeur Ali. Bon après-midi à tous. Et je m'excuse pour le retard avec lequel j'ai joint la séance. Est-ce que je peux être autorisé à partager mon écran, s'il vous plaît? Merci. Oui, vous l'êtes. Vous pouvez confirmer? Vous voyez mon écran? Oui, nous le voyons. Oui, docteur, c'est visible. D'accord, merci. Je crois que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du docteur Aksanti. Il y a des très belles données à l'intérieur, des principes pratiques tout aussi intéressants. Alors, on va discuter la partie de la prévention et le contrôle de l'infection en ce qui concerne les plaies au combat. Et ici, ce sont les plaies de guerre. Je n'ai pas voulu couvrir les brûlures et autres. J'ai voulu me concentrer sur les cas cliniques qui étaient présentés et qui est tout à fait d'actualité dans notre contrée. Alors, on aura une brève introduction. Les définitions, je crois que je vais m'en passer. On va plutôt se focaliser sur la prévention et peut-être une petite réflexion sur la mise en œuvre de tous ces principes dans un contexte à ressources limitées. Alors, comme vous le savez, et ça a été déjà dit, les plaies ouvertes ont un potentiel assez élevé quand même d'infections bactériennes graves, la gangrène gazeuse et les tétanos, mais à leur tour, des complications telles que les handicaps à long terme, l'infection osseuse ou ostéomyélite et même le décès. Alors, l'infection de la plaie, vous vous rappellerez, celle-là est particulièrement préoccupante lorsque les patients blessés se présentent tardivement, comme c'est le cas souvent dans nos milieux, pour des soins définitifs. Donc, il y aura déjà des complications, il y aura déjà un traitement pas indiqué ou alors une mauvaise prise en charge, et ce sont des complications qui s'installent. Mais notamment dans des situations de catastrophe où la capacité finalement de prendre en charge des cas de traumatologie dépasse, et de loin dépassé par le nombre des cas qui arrivent, et ça va aussi empiéter sur la bonne prise en charge. Il est aussi important de noter que la prise en charge des blessures est importante, en fait, pour réduire le risque d'infection des plaies. Parce que le plus grand ennemi du chirurgien, le docteur Aksanti me contredirait ou me confirmerait, c'est l'infection. Donc, lorsqu'il y a une infection, la chirurgie va en vrille. Alors, il existe des principes et des protocoles qui fournissent des conseils ou des recommandations pour une prévention et une gestion appropriée des plaies infectées. Je pense que c'est là que je vais m'apaisantir. Alors, les quelques rappels, le docteur Aksanti a mentionné, les patients ou la patiente venait de camper née avec une plaie suturée. Donc ici, l'indication, c'est ne refermez jamais les plaies infectées, en fait, parce qu'il faut effectuer systématiquement le toilettage des plaies, le débridement chirurgical, et ainsi donc poursuivre ce cycle de débridement chirurgical et d'irrigation à la solution physiologique ou saline ici, jusqu'à ce que la plaie soit complètement propre. Et en prévention et contrôle des infections, on a comme principe, on ne désinfecte pas ou on ne fait pas d'asepsie ou d'antisepsie sur des tissus ou sur une surface, que ce soit cutanée ou surface dure, qui n'est pas propre ou qui ne soit pas propre. Elle doit être propre pour passer à la deuxième étape, qui est de désinfecter ou de faire une asepsie. Alors, ne refermez pas les plaies contaminées. Par contamination, ici, on voit souvent ou on comprend souvent qu'il y a la présence d'un agent, d'un corps étranger dans la plaie, etc. Alors, il faut nettoyer les plaies dès plus de 6 heures et il faut les gérer avec des toilettes chirurgicales, laisser ouvertes puis fermées 48 heures plus tard, et c'est ce qu'on va appeler la fermeture primaire retardée. D'entrée des jeux, je ne suis pas chirurgien, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les principes des chirurgies, mais on va se focaliser sur le domaine qui est le nôtre, la prévention de l'infection dans la prise en charge des plaies par balle. Alors, je vois qu'il y a des questions. Quelle est la quantité de miel à utiliser? Quelle est la quantité de sucre à utiliser? Est-ce qu'on doit en faire une solution? Est-ce qu'il y a eu déjà d'autres solutions antibactériennes utilisées, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, à ces jours,
des guidelines ou des guides directeurs clairs sur le sujet. La recherche continue, OK? Et donc, je dois dire, les meilleures pratiques cliniques pour prévenir les infections dans les blessures de combat n'ont pas encore été pleinement établies. Donc, la recherche continue. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter les directives telles qu'utilisées en médecine militaire et civile aux États-Unis et quelques pays en dehors des États-Unis. Et là, on vous donne ici ce qu'on appelle les opinions des experts, mais aussi les preuves scientifiques disponibles dans leur contrée. Donc, ça peut ne pas être représentatif, par exemple, de Campene ou du Sud Kivu, et donc, ça ne peut pas tout de suite être applicable, mais il faut comprendre le contenu pour en voir, n'est-ce pas, une suggestion de pratique. Alors, les éléments essentiels pour prévenir ces infections, on va peut-être se concentrer sur l'utilisation des antimicrobiens post-traumatisme. On va aussi encourager de débuter le plus tôt possible le nettoyage des plaies, donc l'irrigation et le débridement chirurgical. Le docteur Aksanti a martelé en disant que le parage chirurgical était sacré. Okay, les mots ont été bien choisis, j'ai aimé la concordance. Donc, la fermeture retardée et la stabilisation osseuse en mettant l'accent sur le maintien des mesures de prévention et du contrôle des infections. Évidemment, quand on parle de prévention et contrôle des infections, qu'est-ce qu'on doit faire? Très rapidement, je voudrais vous dire ici qu'il faut comprendre qu'il y a une chaîne de transmission. Donc, les germes ne se transmettent pas donc tout simplement, mais il y a une chaîne que ces germes-là doivent suivre. Donc, vous avez par exemple les maillons de cette chaîne, doivent inclure ici le pathogène, donc l'agent pathogène. Ensuite, vous avez le réservoir, vous avez la porte de sortie, vous avez les voies de transmission ou les modes de transmission, ensuite la porte d'entrée, et vous devez avoir un hôte susceptible d'être infecté par ce pathogène. Ainsi, donc, vous bouclez ce cycle ou cette chaîne de transmission qui est composée de six maillons que je viens d'énumérer rapidement. Alors, ça, c'est le côté chaîne de transmission. Ensuite, il faut briser cette chaîne de transmission pour arriver à prévenir la transmission de l'infection ou des agents pathogènes. Alors, pour le faire, vous devez que vous focaliser sur un des maillons. Si vous brisez ne fût-ce qu'un seul de ces 6 maillons, vous allez réussir la prévention. Mais pour que l'infection apparaisse ou soit effective, il faudrait que les 6 maillons de la chaîne de transmission soient tous là. Voilà la petite nuance. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme premier soin sur le lieu de combat? Évidemment, les plaies doivent être bandées avec un pansement stérile et les fractures doivent être stabilisées avant le transport vers un niveau de soins supérieur. Quand on dit niveau de soins supérieur, les combats, ça se passe loin des villes, très souvent. Les gens sont affectés par la guerre dans les milieux ruraux, très souvent, et parfois ça vient dans les grandes villes. Il faut qu'il y ait un moyen de transport de ces endroits-là vers un milieu outillé avec un plateau technique plus supérieur pour faire, par exemple, une chirurgie de guerre. Le pansement couvrant, par exemple, l'œil, doit fournir une protection tout en évitant de produire une pression sur l'orbite. Alors, quand on voit entre parenthèses 1B, vous verrez d'autres 1C, etc. C'est pour indiquer le niveau d'importance, le niveau de la qualité de la preuve scientifique par rapport à cette recommandation. En anglais, on parle de grade. Et grade, c'est pour finalement vous dire les recommandations qui sont basées sur les évidences scientifiques. On a réuni, on a fait des analyses avancées de statistiques et d'épidémiologie. On a étayé tous les risques de biais, on les a mesurés et finalement, on a décidé sur la conclusion d'une recommandation et de voir si cela a un impact sur les issues cliniques d'intérêt. Par exemple, ici, c'est la cicatrisation de la plaie, la prévention de l'infection, la prévention des complications infectieuses en post-opératoire, etc. Alors, les patients doivent être transférés d'une structure avec prise en charge chirurgicale dès que possible, okay? Et compte tenu de la nature imprévisible de l'évacuation des blessés dans une zone de combat, des agents antimicrobiens. Ici, je ne parle pas que d'antibiotiques.
je parle d'agents antimicrobiens. Ça va inclure les antibiotiques, tous les produits antiseptiques et même les désinfectants qu'on va utiliser pour les instruments, les surfaces, etc. Donc, devrait être fourni si l'évacuation est nécessaire. Il ne faut pas attendre. Vous verrez dans une autre recommandation où on parle spécifiquement de 3 heures après la blessure, si on peut déjà commencer à donner les antibiotiques. Mais on va dire dans quelles conditions, quel type d'antibiotique, quelle dose et pour quelle durée dans les diapositives qui vont suivre. Alors, l'antibiothérapie post-traumatisme. C'est là que je pense, je vais mettre tout mon exposé parce que finalement, on a une mauvaise utilisation, une utilisation abusive des antibiotiques. Et je dois faire rappel ici que le facteur des risques majeurs de l'antibiorésistance, c'est finalement la prise des antibiotiques. Et une mauvaise prise des antibiotiques pour la mauvaise indication, à la mauvaise dose, le mauvais patient, la mauvaise durée. Et vous avez tous ces éléments ensemble pour créer en fait une plateforme où la résistance va apparaître et se développer. Alors, j'aime bien évoluer avec des questions. Les antimicrobiens systémiques devraient-ils être administrés aux patients présentant des blessures liées au combat immédiatement après la blessure? Ça, c'est la question. Et on dit les antimicrobiens systémiques doivent être administrés dès que possible après la blessure pour prévenir des complications infectieuses. Ça peut être précoce, y compris la septicémie causée par la flore bactérienne commune, ou alors, idéalement, les antimicrobiens post-traumatiques devraient être administrés dans les 3 heures suivant la blessure. Ces recommandations sont américaines, médecine militaire américaine, mais à la fin, je vais vous montrer d'autres recommandations qui sont, elles, basées sur des revues systématiques et méta-analyses présentées par la grande boîte Cochrane. Je crois que certains collègues connaissent cette boîte où on analyse des interventions, la plupart des essais cliniques randomisés, qui représentent ici le niveau le plus élevé de preuves scientifiques disponibles en ces jours. Alors, on va avancer. On va dire maintenant, on a dit, oui, il faut donner les antibiotiques systémiques ou les antimicrobiens systémiques dans les 3 heures suivant la blessure, mais quels antimicrobiens? Quels sont les schémas posologiques, etc. Alors, la sélection des antimicrobiens doit se concentrer sur la fourniture du spectre d'activité le plus étroit requis. Donc, ici, il ne faut pas viser, il ne faut pas donner un large spectre, un antibiotique à large spectre. Là, vous tirez sur tout ce qui bouge, vous créez une pression de sélection et vous donnez la porte ouverte à l'antibiorésistance. OK? Donc, il faut y aller avec ce qui est plus étroit, le plus étroit possible. Alors, si plusieurs blessures sont présentes, la sélection de l'agent antimicrobien doit être basée sur le spectre le plus étroit nécessaire pour couvrir tous les sites et types de plaies. Alors, parenthèse, pour avoir une décision éclairée, il faut donc maîtriser d'abord l'écologie bactérienne de votre milieu. Il faut comprendre l'épidémiologie locale, ce qui manque criarment chez nous. On travaille souvent sans laboratoire, parce que le laboratoire, il faut le dire, ça reste un problème très grave partout en Afrique, en RDC encore, beaucoup plus. Donc, il faut dire qu'il y a des cas pratiques vraiment très difficiles. Alors, on doit donc encourager, comme ce que je viens de voir du docteur Aksanti, il faut prendre ces genres de données et mettre plusieurs, donc créer une sorte de série et puis une étude prospective rigoureuse, qu'on puisse maintenant créer une base de données chez nous avec des données locales, informer de l'épidémiologie locale et les pratiques cliniques. Ce n'est que comme cela qu'on va arriver à sélectionner et à mettre sur pied des algorithmes qu'on peut utiliser dans des contrées où il n'y a pas de laboratoire. Alors, des antimicrobiens post-traumatiques sont fournis pour prévenir les complications infectieuses, je l'ai dit encore, précoces, y compris la septicémie. Et ces antimicrobiens recommandés ne sont pas destinés à traiter les infections établies ou des agents pathogènes nosocomiaux. Par exemple, ici, vous recevez un patient et quelques jours après, il présente
des signes d'infection qui n'étaient pas là à l'admission, il faut penser tout de suite à une infection à germe probablement multirésistant que la personne a attrapé en étant en hospitalisation chez vous. Donc là, on parle maintenant d'infections associées aux soins, d'infections à germes multirésistants nosocomiaux, etc. Et on a des limites très sérieuses en termes des molécules qu'on utilise pour soigner ces genres de patients. Pour cela, donc, il faut respecter les choses simples, une bonne sélection d'antibiotiques, une durée requise. Il faut aussi respecter toutes les étapes simples de prévention. C'est notamment ici la pierre angulaire, l'hygiène de main. Il faut respecter, par exemple, les 5 moments de l'hygiène de main qui respectent ou qui suivent le continuum des soins, c'est-à-dire avant les contacts ou donc avant de toucher le patient. Lorsqu'on doit faire un geste aseptique ou propre, on doit aussi se laver les mains. Après s'être exposé à un risque infectieux en touchant les liquides corporels du patient, on doit se laver les mains. Après avoir touché les patients et en quittant, par exemple, l'environnement du patient, il faut se laver les mains. D'accord. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, s'il vous plaît, il y a un bruit de fond. S'il vous plaît, il y a un bruit de fond. Est-ce qu'on peut fermer le micro? Prière continuer, docteur Andy. Merci, professeur. Est-ce que j'en étais encore? OK. Alors, j'ai parlé des principes, des précautions standards et j'ai mentionné l'hygiène de main. Cela va aussi inclure l'utilisation des équipements de protection individuelle. Ça va aussi inclure ici le nettoyage environnemental, la décontamination, stérilisation des instruments chirurgicaux. Ça va aussi inclure des éléments tels que les étiquettes de la toux ou l'hygiène respiratoire, etc. Une bonne gestion des linges à l'hôpital. Tous ces paquets qu'on appelle précautions universelles, les chirurgiens, que ce soit spécialisés dans la médecine militaire de guerre ou pas, devraient mettre ces principes plutôt simples en application. Ça va éviter les infections, par ricochet, éviter l'utilisation d'antibiotiques et par là même, par voie de conséquence, éviter la survenue de la résistance aux antimicrobiens. Et donc, va réduire significativement la morbidité et la mortalité liées à ces fléaux qui est représenté par la résistance aux antimicrobiens et même la multirésistance, devrais-je dire. Alors, les plaies des extrémités. Pourquoi j'ai choisi plaies des extrémités finalement? Parce que le cas clinique que le docteur Aksanti a présenté concernait le membre inférieur, une cuisse, donc la cuisse gauche, et j'ai voulu extraire ce qui s'applique en cas de plaies des extrémités. Par exemple, ici, les antibiotiques. Pour les antibiotiques post-traumatiques, on a ici la céfazoline. Vous vous rappellerez que la céfazoline est une céphalosporine de première génération, découverte en 1969 et qui reste aujourd'hui finalement efficace. On donne 2 grammes par voie intraveineuse toutes les 6 à 8 heures et doit être utilisée comme antimicrobien de choix dans les lésions des extrémités, peau, tissu mou et ou même les os. La clindamycine peut être ici administrée comme agent alternatif en cas d'anaphylaxie ou d'allergie ici, devrais-je dire, en termes plus simples, documenté aux antimicrobiens de famille bêta-lactamine. Alors, la clindamycine, elle est plutôt, c'est un lincosamide et associé à donc en remplacement à la céfazoline qui est ici une céphalosporine de première génération. Si la patiente, par exemple, a une histoire ou un antécédent d'allergie au bêta-lactamine, on ne devrait pas donner la céfazoline, on va plutôt prendre un lincosamide. Ici, c'est une recommandation américaine. Ils ont la connaissance de leur épidémiologie locale, ils ont la connaissance du germe qui est en présence, ils ont des algorithmes clairs. Qu'en est-il à Campene? Qu'en est-il au Sud Kivu? Je pense qu'on n'en a pas. Alors, j'ai vu
dans le schéma du docteur Aksanti, on a donné le ceftriaxone. Je pense ici, si ma mémoire est encore bonne, c'est une céphalosporine de 3e génération. Et là, je pense déjà, c'est large spectre. Et donc, à quelque chose, on devrait dire ici, on doit réduire de manière significative le spectre des antibiotiques que nous donnons pour éviter d'encourager finalement le développement de la résistance aux antibiotiques. Alors, la couverture gram-négative améliorée ne doit pas être utilisée parce que vous avez ici des combinaisons qui vont finalement jouer sur toutes les différentes bactéries et en même temps sélectionner même les bactéries de la flore intestinale normale qui nous aident dans les différentes fonctions physiologiques et même dans nos défenses immunitaires. Alors, l'autre élément, c'est l'ajout de la pénicilline pour fournir une couverture antimicrobienne de la gangrène clostridienne et des infections à streptocoque hémolytique du groupe A n'est pas nécessaire parce que on doit déjà dire ici, on a encouragé le débridement ou encore aussi le parachirurgical, l'irrigation, donc le nettoyage à la solution physiologique et les antibiotiques avec un spectre étroit. Ça devrait être suffisant pour élaguer les différents germes anaérobies aussi. Alors, quelle durée d'antimicrobiens faut-il donner aux patients après des blessures liées au combat? Le traitement antimicrobien post-traumatique le plus court possible doit être utilisé. Vous verrez des schémas de 1 à 3 jours, ok? Parce que si finalement, on doit encourager, l'idée c'est que on a eu un problème, une lésion au niveau de la zone de combat, et l'espoir c'est que d'ici 1 à 3 jours, le patient ou la patiente serait déjà évacué vers un centre avec plateau technique supérieur où la patiente ou le patient peut bénéficier d'une assistance chirurgicale appropriée et donc une prise en charge appropriée. Sinon, il faudra changer de schéma. Si la patiente ou le patient ne peut pas quitter la zone de combat, là, on peut appliquer un différent schéma. Alors, si plusieurs plaies sont présentes, la durée des antimicrobiens est dictée par le type de blessure nécessitant la plus longue durée de traitement. Okay? Et la durée ne doit pas être prolongée pour les plaies ouvertes, les drains ou les dispositifs de fixation externe. Alors, les plaies, elles doivent être continuellement réévaluées pour rechercher des signes d'infection. Et j'aime bien les photos du docteur Aksanti. Vous avez l'impression, en lisant et à l'entendre parler, il y a eu un suivi, il y a eu des évaluations à des moments différents et on a vu l'évolution du lâchage des fils jusqu'au bourgeonnement et jusqu'à la disparition des substances nécrotiques qu'on a vues sur ces photos-là. Donc, il est important ici de réévaluer, c'est une bonne pratique, réévaluer continuellement les plaies à la recherche des signes d'infection. Et donc, les antimicrobiens dirigés de manière spécifique contre les agents pathogènes infectieux connus et ou alors empiriquement, comme on a souvent l'habitude, suspectés doivent être fournis si l'infection est suspectée ou prouvée. D'accord? Alors, les antimicrobiens doivent être fournis pendant 1 à 3 jours. L'encadré n'est pas embrouillé d'autres éléments parce que cet aspect ou ce concept est important. Les antimicrobiens doivent être fournis pendant 1 à 3 jours pour toutes les plaies des extrémités. D'accord? Alors, l'administration locale d'antimicrobiens par application topique ou par bille dans les sachets de billes d'antibiotiques doit-elle être mise en œuvre dans le traitement des blessures liées au combat? Alors, la réponse ici, ou le raisonnement, on peut en discuter. L'administration locale antimicrobien topique peut être fournie pour les infections des extrémités sous la forme de billes ou de sachets antimicrobiens. Et là encore, il faut voir si nous en avons chez nous, dans notre milieu. Il faut voir, mais là, je sais qu'il y a beaucoup de maisons pharmaceutiques en RDC. C'est des éléments qu'on peut avoir. Mais rappelez-vous, je reprends ici le mot docteur Aksanti parce que ça m'a fortement intéressé. Hein, le parachirurgical est sacré. Donc, en tant que l'accent est toujours mis sur le débridement chirurgical et l'irrigation.
quand je vois l'irrigation, j'insiste sur le fait qu'on ne peut faire d'asepsie que sur une surface propre. D'accord? Donc, l'irrigation pour faire le toilettage et ainsi donc le débridement pour enlever tous les tissus morts qui vont servir ici, n'est-ce pas, de milieu propice au développement rapide des germes, de microbes, et donc aussi créer une sorte de biofilm qui va finalement constituer une protection de ces germes, et tout ce qu'on fera, que ce soit les antibiotiques ou autres, ne vont pas atteindre ces microbes, et donc sera inefficace et va voir le patient se détériorer. Alors, l'administration locale d'autres antimicrobiens, autres que pour les soins des brûlures, y compris les poudres ou le trempage des pansements humides à sec avec des antimicrobiens, ne doit pas être utilisée systématiquement. Alors, j'ai aussi aimé que le docteur Aksanti a parlé du tétanos ici finalement. Donc, quel vaccin ou autre immunothérapie devrait être administré après une blessure? D'accord? Donc, ça, vous avez donc l'anatoxine tétanique ou immunoglobuline. Ça, je crois que je peux m'en passer rapidement. Alors, peut-être un élément intéressant, c'est la sélection et durée des antibiotiques post-traumatiques. Je n'ai pas pu traduire le tout, faute de temps, mais c'est un petit résumé très intéressant. Ça vous montre les différentes zones ou entités nosologiques, les différentes zones corporelles qui sont concernées, les extrémités y compris, les yeux, même des brûlures. Hein. Donc, vous pouvez lire par après. Par exemple, ici, il y avait une question sur les brûlures. Vous avez la façon de la prise, donc de les prendre en charge, hein, avec les agents qui sont plutôt recommandés. Vous pouvez les lire ici. Et là, vous avez des plaies avec des agents pénétrants, etc. Vous avez des plaies des extrémités, comme dans le cas de la présentation du Dr Aksanti, que vous pouvez lire à tête reposée. Je crois qu'on va partager les diapositives. Alors, les recommandations de prise en charge des plaies liées au combat ou les plaies de guerre selon les niveaux du plateau technique. Ça, c'est le modèle des hôpitaux militaires américains. Ici, l'élément à retenir, ce n'est pas la structure américaine, mais l'élément à retenir, c'est, par exemple ici, les soins qu'on doit donner aux patients sur les lieux de combat, dans la zone de combat. Vous avez, par exemple, là, les bandages avec les pansements stériles, etc. Et puis transfert vers une zone où on peut prendre première prise en charge. Vous avez aussi les antibiotiques post-traumatiques ou post-traumatisme, pardon, où on vous demande de donner, par exemple, une dose unique d'antimicrobiens. Et là, on a fortement parlé de céphazoline, 2 grammes intraveineuse, et puis le patient est transféré, etc. Le deuxième niveau, c'est lorsque vous avez un appui chirurgical, donc vous pouvez faire déjà une base, donc de la chirurgie de base, et le niveau 3 et 4, où vous avez déjà des spécialités chirurgicales très avancées, et le milieu permet de faire des interventions très compliquées. Voilà. Voilà ce que le petit tableau ici résume. C'est pas qu'on voulait donner la structure américaine des hôpitaux militaires, mais comprenez l'évolution des soins selon le plateau technique. Alors, je crois que j'ai suffisamment parlé des antibiotiques. Je vais essayer d'y aller rapidement maintenant en partageant les recommandations informées par le Cochrane. Okay, là, j'ai parlé des guides directeurs américains, mais maintenant, que dit la science pour le reste du monde? Alors, des preuves de très faible qualité, en fait, existent par rapport à l'antibioprophylaxie lorsqu'il s'agit des plaies pénétrantes, par exemple, au niveau abdominal. Donc, on ne saura pas dire quelle est la durée nécessaire, quel est l'antibiotique qu'on doit utiliser. Donc, la science actuelle, on ne sait pas encore donner des recommandations globales à ces sujets. Donc, chaque contrée
à ces réalités. Et moi, je vais y aller tout de suite, vous dire, il faut qu'on fasse un effort de faire la culture. Prélèvement, culture, identification des germes, profil anti-résistant. Est-ce que ceci est susceptible, sensible ou résistant? À quel antibiotique, etc. Voilà même la raison de donner les antibiotiques pour une très courte durée, qu'on ait le temps d'obtenir des résultats spécifiques et de réajuster le traitement. Ça va nous permettre d'éviter de créer des résistances dans nos milieux et puis après d'avoir des difficultés d'obtenir les molécules les plus performantes ou les plus efficaces en termes de gestion d'infections à germes multirésistants. Et en fait, on a encore besoin des essais cliniques randomisés plus puissants, avec donc ici une puissance statistique importante pour permettre de mieux recommander, mais aussi de tester les antibiotiques usuels que nous avons habituellement, et donc voir lesquels sont efficaces, par exemple, contre la flore intestinale dans notre milieu, etc. Alors, le miel. Je vais respirer un tout petit peu. Le sujet du jour, c'est le miel. Les questions, j'en ai entendu plusieurs déjà au docteur Aksanti. Il doit être fort parce qu'il a résisté à toutes ces questions. Mais peut-être avant de prolonger, je dois rappeler certains éléments que j'avais par rapport au miel. Le prof Ali et je crois le docteur Aksanti aussi, même docteur Valérie, ont fait mention des capacités ou des caractéristiques du miel. Le miel est un antioxydant. Le miel est antibactérien. Le miel est anti-inflammatoire. Moi, je vais m'appesantir sur l'antibactérien. Je vais essayer de développer. Pourquoi il est donc antibactérien? Est-ce que vous savez que le miel est acide? Le pH du miel est de 3,5 à 5,5. Ce qui est en deçà de 7 est donc acide. D'accord? Et c'est là aussi, c'est là s'ajoute l'effet osmotique du miel. S'ajoute aussi son contenu antioxydant, s'ajoute aussi son contenu en peroxyde d'hydrogène. Tous ces éléments donnent une caractéristique ou un pouvoir antibactérien conséquent. Alors, miel et sucre. Où est la différence? Le sucre ou le mécanisme ici du sucre, le sucre va absorber en fait les sécrétions. Et lorsque ça absorbe les sécrétions, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de l'humidité au niveau de la plaie. Lorsqu'il y a baisse de l'humidité au niveau de la plaie, les microbes n'ont pas beaucoup de choix que d'être quoi? Déshydratés. Lorsqu'ils sont déshydratés, qu'est-ce qui se passe? Ils vont mourir par dessiccation. Donc là, c'est l'un des mécanismes. Je ne dis pas que c'est le seul. Il y en a plusieurs. Et il faudra encore lire beaucoup et faire beaucoup plus d'analyses pour comprendre comment ça se passe. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois que c'était des éléments importants quand même à souligner avant de rentrer dans ce que le Cochrane dit. Le Cochrane, c'est finalement l'adresse à laquelle il faut aller pour rechercher des conclusions scientifiques rigoureuses par rapport à toute intervention en milieu médical. Alors, il est difficile, ça sont les conclusions. J'aime bien commencer par des conclusions. Il est difficile de tirer des conclusions générales concernant les effets du miel en tant que traitement topique des plaies en raison de la nature hétérogène des populations, des patients et des comparateurs étudiés et de la qualité généralement faible des preuves. Alors, quand on dit qualité généralement faible des preuves, c'est-à-dire la méthodologie est très faible. On ne sait pas dire s'il y a biais ou pas, s'il y a imprécision ou pas. Alors, la qualité des preuves a été principalement dégradée en raison du risque de biais et d'imprécision. Donc, on a pris un ensemble d'études interventionnelles, j'ai dit ici interventionnelles, ayant utilisé le miel et le comparer à d'autres pratiques, notamment ici, par exemple, l'utilisation d'antiseptiques pour la gestion ou la prise en charge des plaies. Et on a vu qu'on avait du mal à conclure sur une efficacité ou une supériorité du miel par rapport aux autres méthodes. Donc, le miel, par contre, semble guérir les brûlures d'épaisseur partielle plus rapidement
qui est le traitement conventionnel qui comprenait un film de polyuréthane, de la gaz de paraffine, gaz imprégné de soframycine, du linge stérile et laissant les brûlures exposées. Voilà un peu à quoi on a comparé l'usage du miel. Donc, c'est à ce paquet d'activités et produits qu'on a comparé le miel, ainsi donc les plaies post-opératoires infectées plus rapidement que les antiseptiques et la gaz. Voilà ce qu'on a constaté dans certaines interventions. Mais lorsqu'on a mis toutes les interventions ensemble, on a fait les études, les analyses ajustées, on n'a pas pu conclure de la supériorité du miel par rapport aux autres méthodes. Alors, tenez bien. Au-delà de ces comparaisons, toute preuve de différence dans les effets du miel et des comparateurs est de qualité faible ou très faible et ne constitue pas une base solide pour la prise de décision. Bon, scientifiquement, j'aime bien revenir sur Terre. C'est-à-dire quoi? Nous sommes à Campene. On n'a pas forcément de soframycine. Et si nous en avons, la patiente ne peut s'en procurer parce que finalement, on se soigne de la poche. On dépense de notre poche pour payer les soins. On n'a pas un système national pour payer nos soins. Que faire? On donne du miel, du sucre ou de la soframycine ou encore de la céphazoline qui peut-être n'est même pas dans cette contrée-là. On va donner du miel. Pourquoi on va donner du miel? Parce qu'on ne sait pas. Donc, la qualité de la preuve scientifique actuelle ne constitue pas une base solide pour la prise de décision. C'est-à-dire, on ne donne rien ou on donne quand même du miel. On peut donner quand même du miel lorsqu'on n'a pas d'autre option. D'accord? D'où l'importance des données qui viennent des milieux reculés où on a vu quand même cliniquement des résultats mesurables. Maintenant, il faut qu'on fasse la part des choses. Et quelqu'un a posé cette question déjà. Peut-on dire que c'est la ceftriaxone ou le miel ou le sucre ou encore la solution Kiba dit qui contient plein de produits antimicrobiens modernes? Qu'est-ce qui a aidé la patiente? Scientifiquement, sur le plan méthodologique, maintenant, là, l'exercice devient intéressant. On doit revenir, faire la part des choses. Et moi, je pense que le docteur Aksanti peut développer une thèse de doctorat sur ça et partir, disséquer complètement toutes ces interventions qu'il a utilisées, l'une après l'autre, pour voir laquelle, finalement, donne des résultats escomptés. Alors, le miel comme traitement topique des plaies aiguës et chroniques, nous avons examiné les preuves concernant les effets de l'application de miel sur la cicatrisation de tout type de plaies. Nous avons trouvé 26 études impliquant 3011 personnes avec de nombreux types de blessures. Le miel a été comparé à de nombreux traitements différents dans les études incluses. Là, je suis en train de vous lire les conclusions de Cochrane sur le miel. Comme ça, vous avez une petite idée. Les différences dans les types de plaies et les comparateurs rendent impossible de tirer des conclusions globales sur les effets du miel, sur les plaies, donc sur la guérison des plaies. Pardonnez-moi, mon français commence à flancher un peu. Les données probantes, pour la plupart des comparaisons, sont de qualité faible ou très faible. Donc, globalement, on a un problème sur les preuves scientifiques disponibles. Il faudrait qu'on encourage, par exemple, l'équipe de la RDC à faire un essai clinique randomisé de très bonne qualité avec une puissance statistique suffisante, permettant de faire des études ajustées, appropriées, indiquées, pour qu'on puisse donner l'information qui se doit. Comme chez nous, par exemple, le miel serait peut-être plus accessible que céphazoline ou ceftriaxone. Donc, c'est une priorité. On peut se baser sur ça. Professeur Ali, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Je crois que j'ai pris beaucoup de temps. OK. Je vais devoir conclure ici en parlant de la mise en œuvre des principes de base dans un contexte de ressources limitées. Donc, ici, il est essentiel de revenir aux principes de base dont la pierre angulaire
reste l'hygiène de main, des instruments ou dispositifs médicaux, de l'environnement. Et donc ici, rappelez-vous des précautions universelles ou standards que j'ai eu à faire mention. Et pourquoi pas les précautions basées sur le mode de transmission. Et donc ici, ça va inclure les précautions de contact, les précautions de gouttelettes et les précautions de transmission par voie aérienne. OK? Et donc, l'utilisation aussi de ces précautions-là est très, très importante. Elle est capitale, devrais-je dire indispensable, dans la prévention des infections, notamment des infections par balle, des plaies par balle. Le nettoyage doit toujours précéder l'antisepsie, je le répète. Les protocoles validés doivent être écrits et mis à disposition des équipes. Définir les normes selon les dernières preuves scientifiques et en assurer la mise en œuvre. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Dr. Andy, pour cet exposé scientifique très détaillé qui nous a tous profité après l'exposé du Dr. Aksanti. Et je voudrais d'emblée demander au Dr. Aksanti de rester en contact avec le Dr. Andy. C'est un conseil qui vous a donné de développer une thèse là-dessus. Je pense que vous en êtes capable. Comme soldat, et le soldat est courageux, je pense que c'est un travail, vous devez rassembler tout ce que vous avez déjà fait et faire un protocole. Il peut bien vous aider pour avancer. Alors, je vois le docteur Benjamin qui lève la main. Il a certainement une question à docteur Andy, mais le temps est là. Nous allons nous faire violence, donner la parole au docteur Benjamin, qu'il pose sa question et nous allons remercier tout le monde de s'être mobilisé. Et vraiment, ça nous va droit au cœur, votre visite dans ces webinaires. Docteur Benjamin, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il est avec nous. Docteur Benjamin. Ouvrez votre micro. Ouais, merci beaucoup, professeur. Maintenant, mon micro est ouvert. Je suis vraiment béni d'avoir participé à cette session. On a beaucoup appris avec des précisions vraiment aiguës. Bravo à tous les intervenants. Néanmoins, je reste sur ma soif. J'ai une ou deux petites préoccupations. C'est par rapport à l'usage un peu au long cours des antibiotiques à le spectre un tout petit peu large chez les patients blessés par balle, notamment ceux qui ont connu des fractures importantes et qui doivent rester longtemps en hospitalisation. Là, je vois pratiquement les métronidazole qui est systématiquement prescrit et les antistaphylococciques qui sont d'usage aussi un peu élargi dans tous les services de chirurgie. Je ne sais pas si les intervenants qui ont préparé ces webinaires ont pu trouver des évidences entre l'usage plus ou moins large de ces antibiotiques et la survenue des résistances aux antimicrobiens chez ces patients. S'il y en a, voilà, ils peuvent nous les partager. Une autre deuxième préoccupation, c'est par rapport à la présentation de Dr. Aksanti. J'ai appris la solution qui bâtit sa composition et son usage qui serait systématique. Là encore, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est d'usage par manque de notre moyen ou voilà, c'est une préférence locale? Parce que si je vois bien sa composition, déjà les métronidazole d'emblée, déversés dans une plaie, quand je pense encore qu'on va les redonner plusieurs fois chez les mêmes malades, je ne sais pas, est-ce que c'est une préférence ou c'est comment? J'avais des soucis aussi de connexion, peut-être il en a parlé, mais je n'ai pas saisi. Merci beaucoup.
Eh bien, docteur Aksanti, vous pouvez répondre. Je demanderai aussi au docteur Andy d'intervenir dans la partie qui concerne l'antibiothérapie au long cours chez les blessés. Vous avez dit vous-même que vous n'avez pas la pratique de la chirurgie. Bon, nous vous passons la parole, docteur Aksanti, avant que le docteur Andy n'intervienne. Oui, merci, professeur, pour la parole. En ce qui concerne la solution Kibadi, je n'ai pas dit que c'est systématique, non. Ce n'est pas systématique. J'ai bien signalé d'ailleurs que c'est juste pour cette patiente que nous avons utilisé la solution Kibadi. Mais pour les autres, une fois que on fait les débridements, les parages chirurgicaux, nous passons directement soit au sucre ou au miel. Et il y a une autre solution maison. Il y a beaucoup de solutions qu'on utilise, mais vu l'expérience qu'on a déjà eue un peu partout là avec solution Kibadi, c'est là que nous l'utilisons aussi. Mais ce n'est pas à dire que c'est systématique. Ce n'est pas systématique. Merci. Merci, docteur Andy. Même Valérie, s'ils peuvent, il est encore là, il peut intervenir. Docteur Andy. Merci pour la parole. Je crois que la question est intéressante. Il faut rappeler qu'ici, on a parlé d'antibiothérapie post-traumatisme et on a bien circonscrit la durée en parlant d'1 à 3 jours. Et on a dit pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée ici, c'est de transférer le patient ou la patiente vers un centre avec plateau technique supérieur pouvant bénéficier d'une prise en charge chirurgicale définitive. Ça, donc, il faut faire la part des choses dans cela. La métronidazole ou le métronidazole, vous m'excuserez si je fais des fautes de français là. Métronidazole donc, c'est pas qu'on va donner au long cours. Déjà, c'est une mauvaise pratique de donner des antibiotiques au long cours sans en avoir des indications. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle ou le bon usage des antibiotiques. Ce sont des pratiques qu'on proscrit. On ne devrait pas donner au long cours. On doit tout le temps vérifier s'il y a eu déjà une bonne concentration tissulaire, on a eu déjà une bonne durée et on a atteint rapidement ce qu'on appelle la phase stationnaire dans le développement des microbes. On va devoir déjà penser à arrêter l'antibiothérapie. Je dois vous dire, partout où je suis passé, en dehors de la RDC, la chirurgie lourde, quel que soit son niveau, les patients, on les sort de l'hôpital 2 jours. Dans les 48 heures, ils sont sortis. Donc, je dois dire que l'utilisation au long cours des antibiotiques, ce n'est pas une bonne pratique. Et donc, on doit commencer par résoudre les autres problèmes, notamment l'hygiène environnementale, notamment l'hygiène de main, éduquer notre personnel soignant, comment respecter les 5 moments de l'hygiène de main qui rentrent dans les continuums de prise en charge du patient, comment décontaminer les instruments médicaux, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres choses avant d'arriver à l'utilisation des antibiotiques qui doivent être prises en compte et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut atteindre, n'est-ce pas, une bonne pratique de ces recommandations. Merci. Merci beaucoup, docteur Andy. Bon, le docteur Valérie a levé la main. Nous allons lui passer la parole. Docteur Valérie. Docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur. Le micro ne s'ouvrait pas, je ne sais pas pourquoi. Très rapidement, merci vraiment, professeur, pour toutes ces précisions. J'aimerais bien rajouter ceci. Comme nous venons de nous rendre compte, le sucre n'est pas une solution magique. Ce n'est pas une solution magique. Il ne faut pas faire le copier-coller. Il faut se rappeler aussi qu'il y a des plaies qui vont jusqu'au niveau de l'os qui se défend mal. Alors, il ne faudrait pas que systématiquement, parce qu'on a dit c'est plaies par balle, parce qu'on a dit c'est plaies chroniques, que systématiquement qu'on puisse faire. Vous avez des plaies avec malunion, désunion au niveau des articulations. Vous avez toutes sortes de plaies. Ça veut dire que cette étude systématique devra tout intégrer.
Je rappelle tout de suite que les principes d'isolement des patients avec microbes multirésistants ou résistants et de principe aussi dans tout ce que nous faisons ici. Donc, il y a bien d'autres choses que je suggérerais que le management, la gestion de toutes ces plaies, ces différents types de plaies puissent être l'objet d'un autre webinaire plus tard. Je peux m'arrêter par là et vous remercier, professeur. Merci. Docteur Valérie, qu'est-ce que vous proposez? Je crois que le docteur Valérie est au volant, mais je peux tout de suite, je crois que j'ai lu. Je voulais dire que nous devons faire très attention qu'il faut absolument que nous ayons un autre webinaire qui approfondirait beaucoup d'autres questions, sinon on partirait avec des solutions qui ne sont que des bribes ici. Merci. Ben, Inbox, si vous pouvez m'étayer un peu votre souhait que nous puissions développer avec tout le monde un autre webinaire. Nous sommes prêts. Le professeur va répondre. OK. Docteur Andy? Oui, je crois que c'est possible d'organiser une autre séance parce que je vois qu'il y a plein de questions et ça dénote de l'intérêt des participants à ces sujets. Je crois qu'il y a moyen de développer de faire un autre webinaire où on va couvrir les autres questions. Yeah. OK. Je pense que nous allons clôturer la séance. Je remercie tous les participants qui nous ont fait honneur de contribuer à ce webinaire par leurs interventions, par leur mise en commun, ainsi de suite. De quelque horizon que vous soyez, SCPCI vous dit merci et voudrait vous donner rendez-vous dans peu de temps pour que nous puissions décortiquer les questions qui sont restées peut-être sans réponse ou les questions qui n'ont pas été abordées ici par ceux qui ont levé les mains, qui n'ont pas eu la parole. Donc, envoyez-nous vos questions. Ça va nous servir pour monter un autre webinaire sur le même thème ou ce que vous allez suggérer. Avant de terminer, je vais remercier ECHO et ECHO India qui nous a fait parvenir chez vous. Je remercie M. Conan. Je remercie le docteur Andy qui a accepté d'être l'expert pour ce webinaire. Je remercie aussi Dr Valérie et tant d'autres qui ont contribué dans cette présentation. Docteur Aksanti, merci beaucoup. Comme votre propre nom, Aksanti, ça veut dire merci pour ceux qui ne parlent pas Swahili. Donc, Aksanti veut dire merci. Voilà, nous nous séparons. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir, Dr. Andy.